Voilà, nous sommes partis avec vous jusqu'à 14 heures et je vais vous dire tout de suite nos invités. On aura tout de suite, puisqu'il est déjà avec nous, Éric Coriolan, qui est président de Sentinelle Guadeloupe, mais c'est aussi un observateur attentif de la situation sociale et politique, peut-être même culturelle de la Guadeloupe. On en parlera tout à l'heure. Aline Mijoin, en nous prenant garder nous, sera aussi avec nous. La chronique des ABC des entreprises, eh bien, c'est Émile Dimar, chaque quinzaine, et puis on va terminer avec Barbara Montpierre. Sinon, l'actualité, c'est la prévention au risque numérique à l'école du Rézé avec la ville des Abîmes, devant la caméra d'Olivier Félix, l'ouverture du village des créateurs de la Carle, Olivier Félix joue, et puis la journée du bénévolat, rencontre entre les associations et la ville de Petit-Bourg. On fera le point sur tout ça dans notre journal. Je vous l'ai dit, on commence avec Éric Coriolan. Bonjour. Bonjour Alix Andronis. Merci d'être avec nous. Je disais, vous êtes un observateur attentif de la situation sociale, économique, j'ai même ajouté culturelle de la Guadeloupe. Alors, on ne s'est pas vu depuis quelque temps ici. Comment sentez-vous le pays à la fin de cette année? Très mal, très mal. Ça surprend beaucoup, mais très mal. On a pour preuve aujourd'hui encore oui. Ce que j'appelle une provocation de l'État. L'arrestation de trois. L'arrestation de 5 personnes au final. 5 au total. 5 personnes au total, donc ceux qu'on connaît depuis ce matin. Tolassi, Divrande, un an après. Chipotel, un an après. Alors, on ne sait pas, puisqu'ils seront auditionnés à 14 h. Oui. Semblerait que ça soit dans le cadre des événements de novembre de l'année dernière. Oui. Donc, Noadon, pays là, pani de l'eau. Là, ça regarde qu'envahit nous. Là, il y a refusé de réintégrer les soignants. Mais celle qui a intéressé l'État, actuellement là, c'est courir des MON par rapport aux événements de novembre 2000. Donc, Yoka cherche un bab. Non, mais on a dit ça souvent. Et il n'y a pas l'air de quoi. Donc, si on voulait transformer la Guadeloupe en la Corse, il y a quoi ni Guadeloupe qui paraît. Après, on menace un café. Mais je crois qu'il y a des gens qui jouent le pourrissement, très sincèrement, ici. Et c'est une provocation. Parce que route du Rhum passé, il n'y a pas vrai faut t'arrêter. Pas moi, une faute du Rhum. Comme t'es des médias étrangers. Oui, t'es des médias étrangers. Faut robe là, t'es belle. Costume là, t'es bien paré. Fallait pas faire du scandale. Donc, personne ne bougeait à ce moment-là. Et là, alors, donc, pendant tout le monde regarde les Coupes du Monde, machin, du pain et des jeux. Hein, et là, il y a sévi. Donc, c'est inadmissible. Et c'est la preuve vraiment. Et je le dis. Et je voudrais vraiment lancer un appel à certaines personnes ici. J'ai des amis métropolitains qui vivent ici. Et qui quasi mais chaque fois il y a une manifestation, il y a toujours qu'à offusquer. Et certains Guadeloupéens aussi, pas seulement les métropolitains. Mais il y a un certain nombre de personnes qui vivent ici, qui veulent la tranquillité. Chaque fois il y a un mouvement, il y a toujours contre les mouvements de masse, les mouvements de lutte, parce qu'il y avait tranquillité ailleurs. Mais il faut savoir, putain, péquer ni tranquillité en Guadeloupe, tant qu'il y a une situation coloniale et des comportements coloniaux. Parce que c'est à ça qu'on assiste aujourd'hui. Danix Andronis, la Guadeloupe est le seul pays au monde où on a poursuivi, réprimé et réprimandé autant des gens qui manifestaient contre l'obligation vaccinale. Moun manifestait en Italie, moun manifestait en France. Bon, il n'a pas arrêté pour moun, pas ni pour harcèlement judiciaire dans ces pays-là, ça. D'ailleurs, en Italie, l'extrême droite juste gagné les élections. Bon, donc, c'est le pays au monde où il y a harcèlement judiciaire, harcèlement juridique, il y a poursuivre les syndicats, il y a poursuivre les gens qui ont protesté, les gens qui ont manifesté, c'est inadmissible. Et il n'y a pas réintégré les soignants. Et il y a refusé, il y a radio en mi-temps, il y a pas qu'à réintégrer. Donc c'est une provocation. C'est vrai. On le monde a dit, ouais, mais Guadeloupe est un pays gens, en pas qu'à dire, péqué gens. Tant que va la cruche à l'eau, qu'un jour, elle se brisera. Voilà, et donc j'apporte un soutien. Si c'est vraiment dans le cadre, parce que ça n'a pas ni étonnant à cette affaire-là, parce qu'ils seront auditionnés à 14 h. Si c'est dans le cadre des événements de novembre, c'est inadmissible qu'on va poursuivre, qu'on va harceler judiciairement des mondes. C'est encore pour salir la lutte, pour salir et pousser au silence toutes les personnes qui protestent, toutes les personnes qui osent s'élever contre le système, dans le silence, encore une fois, de la classe politique, malheureusement, obligée par les en parlant justement de la classe politique, Chalus et Losba ont été entendus et écoutés par le Sénat dans le cadre de ce qu'on appelle la domiciliation du pouvoir. Bon, alors, je suppose que vous avez dû écouter et voir nos deux chefs nos deux responsables de collectivités majeures, j'ai bien dit majeures. Comment vous avez senti leurs prestations, tous les deux? Alors, je vais faire un point d'humour. Tant que c'est pas au moins de organes, il y a auditionné, c'est au Sénat. Non, cette histoire d'évolution institutionnelle, pour moi, en ce qui me concerne, et nous à Sentinelle, c'est une vaste blague. C'est une vaste blague parce que c'est une Arlésienne qui revient. Chaque fois, il y a besoin de remettre un dossier sur le tapis ici.
Et déjà, cette évolution institutionnelle répond à des recommandations qu'a l'Europe, qu'a la France. Ça rentre dans le cadre de l'autonomisation des régions ultra-périphériques de l'Europe. Donc, à pas pont, espèce d'évolution pour la Guadeloupe. Et ils savent ça, puisqu'il y a bien dire, on a une fenêtre. C'est-à-dire, pas envie de au mandé, pas envie de au gourmet. On faveur, on va chercher Fonti pour faire rentrer à d'habiter à la Nouvelle-Calédonie et venir proposer les Guadeloupe en espèce d'habitat malambiqué. Donc, nous, à ça, nous très clair. C'est-à-dire que bon, c'est Guadeloupéen qui est décidé au moment où il voulait et de la manière dont il voulait, ça qu'il faut faire pour la Guadeloupe. Et c'est peut-être l'évolution institutionnelle ou l'autonomie, c'est peut-être plus Guadeloupéen voulait. Oui. Mais à quoi ni habitant Guadeloupéen qui commencé voyons signal là il y a que changer classe politique parce que tant que nous n'y sommes ça là tel qu'il est là bon on ne peut pas faire une révolution faut y tout dehors mais là quand on regarde des situations à les monde qui a dirigé le silence qu'il y a par rapport à ça la France qui a appliqué ici dedans en quoi que Guadeloupéen a dit bon c'est ça vous voulez comme ça nous pas savons qui gens pour fouiller dehors 20% de monde qui a voté à peu près en pays. Donc cette histoire d'évolution, avant le monde intéressé par ça, c'est vrai que bon, la Guadeloupe, le Guadeloupéen profondément attaché en émancipation, mais ça c'est pas en émancipation, c'est en façon de fouer nous encore plus en bas de la France. C'est une fausse idée d'autonomie. Je crois qu'il faut vraiment s'asseoir. Les Guadeloupéens qui ont conscience, les Guadeloupéens qui patriotes. Et ça pas aux gens il va faire parce que il y a un envelé à l'autre tout le monde a tiré tout le monde n'y a reproché tout le monde n'a patriote mais tout le monde n'a pas reproché l'autre ciser et imposer proposer la France avec des moyens de pression fournir des moyens de pression en face vous voyez pas les bails pas moyens de pression là yo qui yo avait gain yo quand yo vient parler d'évolution après qui force ou ni pour parler puisque il y aura auditionné la veille à la police ou un mois avant la police et il y aura dit bon quand vous voulez qu'on y est là donc il faut que les Guadeloupéens qui sont en conscience campagne à l'Osba aussi Paris comment c'est. Oui, en plus, qui fait parisien voter bail. Nous, en tout cas, au niveau de la Sentinelle Guadeloupe, nous pouvons mêler nous dans ça et nous pouvons même protester contre ça. Encore une fois, mon qui dit, ça a été fait en 2003. Mon dit, ouais, Guadeloupéen veut continuer, rester en bas de la France. Mais c'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est que on a une classe politique qui n'inspire pas confiance et qui n'a pas arrivé à porter un projet qui a suscité l'adhésion. Qui n'a pas de vision. Qui n'a pas de vision. Pas ni projet, pas ni rien. Il a dit, on veut rentrer dans le cadre de la réforme constitutionnelle. Avec quoi les 3D. Mais avec quoi quand il fait Adam, on pas foutu réparer de l'eau, on pas foutu nettoyer ça au gaz. On peut pas faire accident. Les transports même pas. Mais je préfère la dire qu'il remettre radar. Il y a qu'à dire aussi, il y a un radar là, il y a besoin de remettre là aussi. Guadeloupe est un peu point. Les routes ne sont pas réparées, Danix Andronis. Moi, vrai, personnellement, à Guaïa, avant l'accident qui fait l'année passée, où c'est un écart de volant pour chauffer là. Parce que c'est un trou, on nid pour lui en la rue là depuis au moins un an, il a pas monde pas réparé pour du mieux boucher. Parce qu'il faut tourister passer, machin. Les routes ne sont pas réparées, d'accord? L'éclairage n'est pas fait dans plusieurs quartiers de la Guadeloupe. Est-ce qu'il y a une expertise pour l'origine des accidents? Mais dès pour voir un accident encore augmenté, il va dire, bon, radar. Accident, radar, seule solution unie. Et on pas attendre pas le monde qui a dit ça, vous voyez, parce que préfère qu'à bien prendre la précaution des dits avec la concertation des élus locaux. En disant, voyez qui est élu, qui a validé le fait qu'il y aurait mis radar ici en Guadeloupe. Parce qu'on y en doute. Ah, si quoi? Que à si validation, hein, les élus. Non, mais en disant, il faut y venir publiquement. Ouais. Faut y venir publiquement. Non, il y a dit. Non, mais oui, il y a validé. Mais en disant, voyez qui j'ai validé. Parce que Guadeloupe est déjà brûlé, en fois. Guadeloupe n'est pas brûlé parce qu'il était pour l'insécurité routière. Guadeloupe est brûlé parce qu'il y a des pas réparer route. Nous pas ni de l'eau, nous pas ni rien. Par contre, nous pas fouer mais en poche à nous. C'est en façon encore pour fouer mais en poche à Guadeloupe. Radar c'est quoi? Son pompe Afrique. Ça n'a jamais. Et on regarde les statistiques. Quand on regarde les statistiques, la radarisation du pays n'a jamais influé sur l'accidentologie. Il faut de la pédagogie. Il faut que l'état des routes soit nickel. Il faut que l'éclairage soit bon. Et encore une fois, pédagogie. Et puis il faut dire aussi que du fait qu'il n'y ait pas suffisamment de transport bien organisé. Aussi. Parce que si Ouvéa et Saint-Roubaix, c'est Trois-Rivières, on dit moi c'est à 18 € bon. Hein. Ah non, obligé de rester là. Non, mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et c'est pour ça que j'en parlais avec certains amis. J'ai des amis qui sont pour l'autonomie, qui capotaient manœuvre depuis 2003. On a dit, mais messieurs, ça habitant qu'il y a fait un pays là, il y a un certain nombre des outils pour faire. Ça pas suffisant. Ça, situation, nous et la France, de toute manière, il n'est pas du tout bon, Jean, là. Mais une des outils qui permettent
qu'est-ce surutilisé, le peuple là qui prend confiance à non. Là, il y a le moins d'outils, le minimum d'outils qu'ils ont mis, c'est malversation qu'on fait veille. La moindre domiciliation de pouvoir qu'on y a créé, c'est magouille, ses amis, à autres manger, c'est truchement de marché, qu'on fait veille. C'est bête, c'est plat, mais c'est malheureusement ça. Et tant qu'il n'y aura pas une évolution, j'en pour une adulte dans la gestion du pays, les Guadeloupéens pas couillons. Les Guadeloupéens qui restent comme ça, ils peuvent rester là 150 ans avec la France, si c'est classe politique là, ça qui est renouvelée. C'est pour ça qu'elle nous a dit à Sentinelle, nous a dit qu'elle protestait sa belle, mais il faut prendre le pouvoir politique. Ouais. Nous pas dit nous à Sentinelle forcément, moi pas en goût, on n'est pas être en dictateur un pays là, ni monde en Qatar, ni un certain nombre de partis qui ni des velléités et qui ni sincèrement des projets honnêtes pour le pays là, mais fait ce beau rentrer en politique, voter bah c'est mon arrêter abstienne autres ou alors voter 20% mon gars voter pour l'os Baïcha lui c'est qu'on gagne et le pays là pas qu'à changer. Il faut renouveler progressivement la classe politique, accompagner aussi et soutiennent toutes les monde qui maintiennent la pression. Là aussi, c'est important parce que le rapport de force, qui j'en ai Guadeloupe peut discuter, si pas un rapport de force. Alors là, la France a montré, mais là, il a arrêté ces bougas. Il a essayé de créer un rapport de force, mais pour faire quoi? Pour dire Guadeloupe, regardez, mais il a empêché les autres faire Noël. C'est une façon aussi de décrédibiliser les gens qui protestent. Mais Guadeloupe n'a pas fait ça. S'il ne faut pas faire Noël, nous pouvons faire. Nous ne pas faire Noël pendant des ans. Alors, on continue à passer en revue un petit peu la dernière actualité guadeloupéenne. Comment vous, Coriolan, vous avez vécu la route du Rhum? Ah, mais route du Rhum. Alors, il est important que je revienne et je fasse un petit historique là-dessus. Je fais partie des gens, et j'ai eu l'occasion de le dire sur notre média, j'ai été voir la route du Rhum dans mes jeunes années. Alors, depuis 44 ans, la route du Rhum. Ça arrivait moins, derrière si port Bastère, il y a des bateaux passés, parce qu'on était dedans. Aujourd'hui, j'ai une vision totalement différente. Et n'en déplaise à ceux qui disent que c'est quelque chose de bien pour la Guadeloupe, aujourd'hui, il faut avoir un regard réel par rapport à ce que nous sommes, d'où nous venons et tout cela. La route du Rhum suit le trajet des bateaux négriers. C'est la réalité. Donc, c'est peut-être en épreuve sportive ou c'est là en course en solitaire. Oui, c'est bien. Il y aura fait Vendée Globe et tout ça. Oui, mais nous, en Guadeloupe, qui gens nous qu'a intégré nous là-dedans? C'est un qui a porté l'argent à Saint-Malo, d'accord? Et fait, il vient récolter des petits incidents, budgétisé. Quelle est la dimension mémorielle qu'on peut intégrer à cette course? On n'a pas qu'à dire arrêter. Je ne fais pas partie des gens qui disent qu'il faut l'arrêter. Je dis OK, mais avec Kassebouga rendre hommage à des ancêtres à nous qui majoritairement afro-descendants. Oui, qui en là, qui mort là aussi, à fond de cale et en la mer là. Et à rappeler quand même que Saint-Malo, là, tout le monde a bombé là au départ de la route du Rhum. Saint-Malo a fait sa fortune, a été bâtie sur les richesses de la traite négrière. Toutes ces belles bâtiments là, on voit Saint-Malo là, des gros bétons. Regardez ça, en Belgique. C'est là où on prend conscience de la colonisation. Moi, on voit en Belgique, et là, regardez ces meubles là, ça fait frissonner. Parce qu'on regarde Belgique. Bordeaux même midi. Oui, Bordeaux et tout ça. Mais c'est des petits pays comme la Belgique, machin, une compagnie qui nie des espèces de même quoi. Mais c'est riche, mais c'est pas ni rien sous le soleil, pas ni rien. La colonisation, le pillage des colonies, des pays africains. Donc, je veux dire, et même si des gens trouvent que mon verbe est haut, pas forcément dans la virulence, mais dans le respect, dans la verticalité. Ces messieurs, si nous parlons concrètement bayo et nous ni le rapport de force qu'il faut, ok, il faut que commencer à respecter nous. Mais ouais, nous Sentinelle par exemple et d'autres pour faire, on a écrit un certain nombre de choses sur la dimension mémorielle. Aucun élu n'a repris ça. Tout le monde a Saint-Malo, tout le monde a dans ses eaux, tout le monde a écrit bois champagne. D'ailleurs, bon, ils ont empêché de boire là. On va tout ça, mais Saint-Malo, maire Saint-Malo dit ça, entendez publiquement dit ça sur Radio Français, il investit 2 millions. Pour la route du Rhum. Ouais. Et à peu près, il y a à peu près entre 1,5 million et 1,8 million de visiteurs à Saint-Malo. À Saint-Malo. Oui. Bon, monsieur, même son officiel encore qui dit ça, faut y être bousculé et puis tu viens en Guadeloupe. Pas te venir. Non, mais c'est monsieur qui a fait des affaires, yo. Et la Guadeloupe investit combien la route du Rhum? Ça, parce que bon, entendre 7 millions, mais bon, on va réaliser, parce que Charles qui vient dire, ouais, les gens sur les réseaux sociaux, machin. Non. En pas ça précisément comment ils investissent, mais nous investissons. Bon, si bon, en tout cas, nous investissons trop par rapport à ça qu'a rapporté nous. Et c'est toujours ça. Donc, ça ne veut pas dire parce qu'il est fait pendant 44 ans comme ça, il faut continuer comme ça. En pas qu'à dire encore une fois, il faut arrêter. Mais en nous, négocier. Surtout quand il est arrivé au MAC.
c'était l'occasion de débattre dimension mémorielle là. Aussi. Mais non, mais il dit, hein, au moment où il dit qu'il est arrivé au MAC, mais sans préciser pourquoi il est arrivé au MAC, sans préciser que MAC là a représenté, parce que quand même demandé moi quand MAC là a représenté, bah yo, c'est son immeuble qui là, il pas parlé de la dimension mémorielle, il faut tout biter dedans. Il y a tellement de choses à Nix-Andonis à mettre en œuvre dans ce pays. Des bits à reprendre. Il y a des choses qui ont été faites, qui ont été mal faites. On a mis de l'argent un peu partout dans un certain nombre d'événements, dans un certain nombre d'immeubles, de mémorial actés, tout ça, sans la pédagogie, la communication nécessaire pour que ça ouvre si le monde passe bon. C'est beau. Regardez, Bouga il gagne au Rome. Combien de temps il resté ici? Il y a un pays. Même ça, s'il a visité le mémorial. Donc c'est tout ça. Nous qui peut-être. Et c'est pour ça que c'est monsieur qui a permis de faire ça. C'est pour ça que c'est monsieur qui a permis un an après d'un qui a arrêté 3 Bouga Kazaïo parce que c'est Bouga Cabaret rond-point. D'accord? Et il va continuer. Alors qu'aujourd'hui, on sait pertinemment que la politique vaccinale a été un échec total en matière de propagation, en tout cas d'immunité, de recherche d'immunité collective. Donc les gens qui ont protesté avaient raison de protester à l'époque. Ça n'a pas empêché ces boucas de continuer à faire harcèlement juridique, judiciaire, poursuivre monde, faut monde la jole, garder d'autres petits boucles la jole toujours, ça y aura crié les grands frères. Il y a fait ça y voulait. Donc tant qu'à nous péquer déterminer nous pour nous autodéterminer nous que toujours à dans Bablassa. Et c'est ça. Autre chose, il y a maintenant 18 mois à peu près qu'on a créé un syndicat unique de l'eau. On a évoqué le problème de l'eau, même quand on se rend compte que rien pour bien changer à nos problèmes de l'eau là, finalement. Oui. Non, mais rien pas changé, puisque bon, de toute façon, c'est pratiquement les mêmes. On prend les mêmes, on recommence. On injecte énormément d'argent. On reprend les dettes du SIAG. Ouais. Donc, nous quand tout on a beaucoup chanté ça, et c'est ça nous allons continuer à faire. Nous quand tout oui, et nous quand on reprend les dettes du SIAG, nous quand fait qui nous a eu le SMEAG. Ouais, le SMEAG. Ok. Les tours d'eau toujours qu'à continuer. Enfin, il n'y a rien de nouveau. La qualité de l'eau là pas qu'à améliorer. Oui, non, mais on a du mal à parler de ça parce que pour moi, rien n'a pas changé. Sauf que c'est Messi qui a continué à faire ça. Parce que quand ils te font ça, ils te font le SMEAG et tout ça, c'est combien de truchements de marché? Combien d'amis ont embauché dans cette structure-là? Combien de monde qui prend un président, son vice-président, avec des frais de fonctionnement? C'est une façon de continuer, et c'est ça encore reproché, de continuer à fonctionner, comme si tout bitin est bien, de faire des affaires pendant le monde qui a vraie misère. Et c'est malheureusement, et ça, c'est pas un vœu pieux. Je pense que les Guadeloupéens doivent prendre conscience de ça. En pas qu'à demander, parce qu'il y a le monde qui est fanatique, les gens qui sont au pouvoir. Aujourd'hui, si ils sont élus, c'est que le monde vote pas. Il faut comprendre que il faut mettre pression là, parce qu'ils sont pas contents dans le pays là. Et petit à petit, commencer transformer. Peut-être qu'ils restent au pouvoir si ils changent le langage. Moi, quand je vois Serva Fontilé les Bougaga, bon, pour moi, il dit Bouga en bitin qui tâté extraordinaire. Mais pour un Guadeloupéen, ça formidable, tellement longtemps pas vrai. On est dit en hexagonal, il y a dans l'assemblée. On voit des petits auxquels nous attachés nous. Ça veut dire que le peuple a sa misère. Il est attaché, il y a des détails importants parce qu'il n'y a pas ni représentation. Plutôt qu'il y ait Monique à représenter, il n'est pas occupé de ça. Il n'a pas qu'à voter, il a laissé tout bien fait. Mais en cas de ces gens-là, non pas tomber en forme de résilience à ça. Il y a toujours moyen de faire autrement. Beaucoup de gens ont essayé. Ils ont buté, pas quoi, une des parties ici qui est patriotique, même s'il n'est pas patriotique. Il y a des gens qui ont de vrais projets, argumentés, travailler pour la Guadeloupe. Vrai, c'est mon ça. Écoutez-yo, discutez avec eux et baillez en force politiquement. Malheureusement, on reprend les mêmes. Et les mêmes, quand il a passé avec l'État dans son esprit colonial, il y a qu'à redire les gens qui ici, qui ont besoin de tranquillité, tant que l'esprit colonial existera ici, parce que c'est ça, rien ne pourra se faire, parce qu'on sera toujours élu avec les mêmes qui sont tenus par le pouvoir central parisien. En pas quoi, par exemple, que le président de région, là, son beau qui s'y me voit qui ça. Mais encore quoi qu'il y a qu'un pays. Encore prendre responsabilité, moi. Encore quoi qu'il y a qu'un pays quelque part. C'est-à-dire que bon, là, il vient de Bémao, il fait non maïa Bémao, quoi. Et il a fait non maïa chaque fois qu'il vient parler, ben, nous, Guadeloupéens. Mais en impression, il y a dit, mis, union feuille de route,
Mais c'est ça, on est pour faire, pas sortir à dans machin là. Et c'est ça qu'il a fait pour tout le monde qui a protesté. Bon, moi, il n'est pas arrivé, en passant pourquoi, ou en pas à ce moment, on a un procès avec nos anciens directeurs de CHU. Non, c'est ça, il dit. Il n'y a pas gens recevoir plainte à mission. Mais il faut dire porter plainte. Porter plainte pour il la jole. Parce que déjà, juste réfléchir à la possibilité de foutre en diffamation parce qu'il est nommé non moins. Mais non, j'ai jamais reçu de plainte de monsieur Cotello. Aujourd'hui, ça donne autorité publique en France. Il faut reconnaître que dans les EHPAD, c'est beaucoup fait pratiquement d'euthanasie. C'est-à-dire que bon, il y avait Rivotril, il y avait aller. Donc il y a eu du sale, du très sale qui s'est fait pendant cette crise sanitaire sans étaler nous en ça. Donc faut nous vraiment organiser nous. La Guadeloupe, c'est un petit bastion qui a résisté là et ça a nuisé ces messieurs, ça a merdé au plus haut point et il va continuer. Mais pourquoi il va continuer? Parce que simplement, il y a une garantie, c'est que ces gens qui sont censés représenter nous là, et qui dit rien. Donc, c'est le collectif qui est en la rue là, d'accord, qui continue à faire un mouvement. Si vous voyez jamais ni barrage, ni palette, ni roue, il y a que dire, hey, regardez, mais il y a empêché les autres faire Noël, il y a foutre bordel dans le pays là. Mais on dit, tant que situation là qui est comme ça, qui est toujours ni des toussements, et des toussements, c'est peu dire. C'est peu dire. Parce que, il pas langue à moins, pas la guerre langue à cabrit. Mais encore quoi, ça peut arriver à une beaucoup plus grave qui est juste des barrages. Oui, parce que ni les gens en Guadeloupe qui bouffent. Oui, non, mais c'est très clair. Il y a le monde qui bouffe. C'est très clair. Parce que donc, la vie a augmenté, sans augmenter, en fait, tout le monde a augmenté d'une manière générale, et pas ni pour... Bien sûr, mais ils ont appelé, alors, Dani, ils ont inventé ce mot de résilience. La Guadeloupe pas connaître résilience. C'est-à-dire, et c'est parce que sa génétique à nous. Peuple en nous, enfin majoritairement, on reste bien son pays qui est majoritairement afro-descendant. Donc, il prend nous en esclavage, nous de Saint-Malo à ici, de Bordeaux à ici, d'ailleurs. Et nous pas résilients du tout. Et en fait, nous pas supporter longtemps. Des fois, nous pas supporter en silence. Nous pas supporter en silence et on joue ça quand il a explosé. Alors, pour l'instant, il y a ni chance parce qu'il a explosé plutôt de manière timide. On a dit ça très sincèrement. Il explosait dans des années passées de manière plus violente. Tenir les nuits bleues, tenir un certain nombre d'habitants comme ça. Donc si c'est ça, il voulait aussi. Ça qui fait, mais Guadeloupéens, parce que les gens acceptent de plier et de soumettre les. Il faut que les politiques qui ont au pouvoir mettent en tête à eux qu'ils peuvent non plus être complices à soumission à Guadeloupéens. Ouais. Obligé de poser une question là quand même, puisque ça, l'ordre du jour, pourquoi supporter les Bleus? Ah non, moi, pas. Non, en fait, l'impasse de la Coupe du Monde, pour plusieurs raisons, c'est qu'elle a estimé que bon. L'équipe à la France qui a gagné, c'est le drapeau bleu, blanc, rouge en la rue toute la journée. Ah oui, mais Guadeloupéen, profondément Guadeloupéen, donc profondément français. Ouais. Bon, regardez, ça arrivait moins parce que bon. Ça arrivait moins de voir des belles actions, voir des belles buts à Mbappé, on regarder ça de manière artistique, mais en panique pour supporter, en tout cas supporter les équipes africaines, ils ont toutes disparaître là. Le Brésil encore petit peu. Mais moins le Brésil. Non, je ne fais pas partie des aficionados, qui n'ont non, je ne fais pas partie de ça. Bon, pas un grand supporter à football, Coupe du Monde en général. En toujours des cas, j'ai intéressé moi à ça par rapport aux équipes africaines qui étaient à dedans. L'année là, ça, bon ben. Par rapport à tout ça qui fait pendant des ans là, parce que moi, on fait partie des mondes qui estimaient que le monde changeait et que on peut pas continuer à vivre. Et c'est ça qu'il aurait essayé de faire. C'est fait nous reprendre une espèce de normalité à des situations qui est anormales. Ouais, il aurait commencé à parler de Covid, des taux d'incidence, parce que ces messieurs trouvent une nouvelle façon de gérer par la peur, par la soumission, et on estimé que tant que nous pouvons attaquer nous à ça, ben, nous pouvons pas faire politique. Et au-delà, les camarades qui viennent parler moins d'évolution, mais ça peut intéresser moins l'évolution institutionnelle tant que la situation pas claire, on l'a nouvelé. C'est-à-dire que évolution institutionnelle pour mener la Guadeloupe, quoi? Dans le nouveau mondialisme de Davos? Mais avec qui? Avec qui? D'une part. Mais quel projet guadeloupéen? Est-ce qu'elle nous inscrit dans l'actuelle mondialisation, comme Mme Macron, Mme Zelensky et ces messieurs qui fait, ou est-ce qu'elle nous a fabriqué un bitin qui tend nous pour nous voyer monter? Moi, pour que nous fabriquions, mais quitte à nous et nous voyons monter. Mais quitte à nous assiser. Parce qu'à part 24 heures, nous que fait. Quitte à nous. Alors, chaque monde qui a fait un petit morceau de côté, mais quitte à tout le monde a saqué, contré ensemble, pour mettre ça en papier, et vrai de manière institutionnelle et juridique et même politique, qui j'en ai transformé. Alors, justement, c'est la dernière question là, on pose une question là. Est-ce que n'est pas arrivé que Sentinelle Guadeloupe, puisque aussi, porte-parole à yo, réussit à assembler ça qui peut être semblé en Guadeloupe pour faire un projet? Parce que il a dit oui, mais quand il a critiqué, mais il va proposer rien. Alors est-ce que là, ça n'a pas l'air arrivé pour
pour sembler monde, à l'entour, on bonjour, parce que bon, ni descend dans la rue le 10 qui on descend dans la rue encore, d'accord. Ni marcher, effectivement. Mais au moment, il faut ni un projet aussi. Oui, bien sûr. Mais nous dit début 2023, nous avons une initiative. Ça, il voulait intéresser à Kevini. Le problème en Guadeloupe, c'est que nous toujours des tirages entre nous. Faut nous voir nous avant peut-être un background pour nous arrondir un certain nombre d'angles, apaiser un certain nombre de parce que c'est normal à dans pays contre nous toujours ni des non mais nous ADN à Guadeloupe là aussi. Mais faut pas oublier ça non plus. C'est vrai. Mais nous avons un certain nombre de monde en Guadeloupe où nous pratiquement d'accord à 75-80% si situation pays là et là nous voulons y avait peut-être ni 20% sur lesquels nous avons divergé. Et ça, c'est harmonisé pour nous faire un gros donc, semblé. 2023, il y a une initiative qui est prise. Oui, début 2023, déjà, nous avons transformé Sentinelle, ou qui gardé nous, là, qui prend notre nom à un vrai parti politique. Et nous avons commencé, nous avons rencontré avec Rudy Manet, secrétaire général, là, nous avons travaillé qu'à fait, nous débuté, nous avons fait qu'on ne peut pas parler là. Mais avec tout le monde, nous avons transformé vraiment l'idée là, ça. Assez base à la protestation, Jean Caillé, mais à nos projets politiques, parce que nous estimons qu'il faut que des gens qui ont conscience prennent le pouvoir politique réellement ici, à tous les niveaux. Et tant Jacques coûte en nous, tant là Jacques coûte, pour nous voir, au-là, nous avons le pays là pour l'émancipation. C'est l'émancipation. Et encore, là, quand dit émancipation, et tout le monde qui est anti-indépendant, on va parler d'indépendance, là, quand dit émancipation, et avec tout le monde qui est là. C'est pas une question des nègres, des Indiens, des Blancs. En cas dit tout le monde qui est en Guadeloupe, qui estime les Guadeloupéens, qu'il nous tout intérêt à ce que le pays là ça émancipé, parce qu'il n'y a pays ni la paix. Tout le monde veut vivre tranquillement. Et bien pour vivre tranquillement, on nous essayer d'émanciper le pays là, ça pour chaque monde trouver pareil à dans gâteau là. Voilà. Merci Eric Coriolan. 13h02, nous avons une petite pause et nous allons trouver notre toilette. Puis suite à celle-là, avec le journal bien sûr, et nos autres invités à tout de suite. Voilà, nous sommes revenus sur le plateau du ZCM News et nos invités sont là. Madame Aline Mijouin, bonjour. Bonjour. Et elle n'est pas seule, elle est avec un monsieur très connu, un artiste très connu, Antoine Nabajot, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va tranquillement. Bon, s'il est là, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare et on va en parler dans un instant. On revient sur une petite manifestation qui a eu lieu ce week-end à Bimaou. Reportage Diamal Loiseau et Njoana Flandrina, on regarde. Mais concernant le concert de ce soir, je remercie l'ensemble de la population qui s'est déplacée pour ce magnifique concert des Voix d'Outre-mer avec une sélection exceptionnelle qui vient de la Guadeloupe, d'Haïti, de France et de l'ensemble des pays de Navarre aussi. Donc voilà, on est content ce soir puisque après 2 ans de Covid, on a un concert formidable et on est heureux de recevoir la population de la Guadeloupe et de Bimaou en particulier. Il y a des nouveautés cette année puisqu'on a un jeune haïtien qui est un lauréat Ange Lord qui a une voix formidable. On a Thierry Bertilli qui est là cette année, on a Mademoiselle Marsol qui vient des États-Unis, qui est là ce soir. Donc c'est vraiment un spectacle formidable et l'idée en fait c'est de pérenniser ce spectacle de Ville Opéra et que le chant lyrique puisse prendre toute sa dimension au niveau de la Guadeloupe. Mon rêve c'est qu'un jour qu'il y ait des chants lyriques en créole. Voilà, c'est ce que j'attends, c'est ce que je pouvais dire pour clôturer en fait cette magnifique soirée. Le concert de ce soir est assez exceptionnel parce que nous venons avec les Voix des Outre-mer. Ça fait 5 ans maintenant que ce concours existe et ça fait 5 ans que nous essayons de faire connaître les talents de la Guadeloupe avec les talents des Outre-mer lors justement de cette soirée Ville Opéra. Et donc on est très content de revenir pour la 4e fois. Je dirais que l'opéra est dans l'ADN de tout un chacun. L'opéra, il ne faut pas oublier que c'était la musique populaire italienne. Et nous avons notre musique populaire dans les Antilles-Guyane, nous avons notre musique populaire en Guadeloupe. Et donc, il se trouve que le chevalier de Saint-Georges, guadeloupéen, était guadeloupéen et avait mis dans sa vie le classique et le lyrique. Donc, je dirais que l'opéra, c'est pour tout le monde. La musique classique, c'est pour tout le monde. La preuve, ce soir, vous avez plusieurs talents des Outre-mer qui chantent, qui vous enchantent, qui enchantent le public avec des airs d'opéra, avec des airs classiques. Donc finalement, on peut tous faire. On peut aussi bien danser le zouk et également chanter de l'opéra.
vrai que pour moi, en tant que président des Voix des Outre-mer, toutes les années qui vont me rester encore à vivre, je dirais, et pour faire évoluer, je dirais, la musique classique dans tous les Outre-mer, afin que ce soit plus populaire, eh bien, j'essaierai d'être le plus souvent ici à Ville-Opéra pour présenter des talents, pour toujours, comment dirais-je, faire en sorte que le public gratuitement assiste à des concerts. Parce que c'est très important, ces concerts gratuits. On n'a pas, comment dirais-je, l'habitude d'entendre des concerts gratuits avec des professionnels. Et je me bats avec l'association Les Contre-Courants afin justement que tous les concerts d'opéra ici dans les Outre-mer et particulièrement en Guadeloupe, ce soit gratuit. Ainsi, vous pouvez venir avec votre maman, votre papa, vos frères et sœurs, sans vous préoccuper de combien ça va coûter. L'opéra doit être chez tout le monde. Donc en réalité, c'est comme ça. Et c'est pour ça que je soutiens le festival Ville-Opéra depuis des années. Voilà, mon petit festival, c'était l'initiation à l'opéra. Un deuxième sujet, rapidement, la prévention au risque numérique à l'école du Rézé, à la ville des Abîmes, au reportage d'Olivier Félix. On est sur de la prévention au risque du numérique en direction des 35 établissements de la ville des Abîmes. Donc effectivement, aujourd'hui, on est à l'école d'Anquetil pour pouvoir parler aux enfants du premier usage du smartphone, mais aussi des risques de l'utilisation du smartphone. Donc plusieurs thématiques sont vues, pas toutes en même temps, puisque effectivement, c'est des sujets qui sont assez longs. Donc, on a les dangers du réseau social, de l'Internet, les risques à vouloir jouer trop souvent aux jeux vidéo, tout ce qui est cybermalveillance, mais aussi les dangers du cyberharcèlement. Donc, tous ces sujets sont traversés, sont en tout cas échangés, discutés avec les enfants pour qu'ils puissent être au fait de ce qu'ils encourent, mais aussi de comment ils peuvent se positionner, quel comportement adopter. Alors, les enfants comprennent très bien, effectivement, ils sont très curieux, ils posent beaucoup de questions. Moi, j'ai eu des enfants de CM2 qui après la séance, ont voulu s'entretenir 2 minutes pour savoir, mais madame, je ne dois pas faire de photos de mon corps, mais est-ce que je peux faire des photos de mon visage? Comment je peux faire? Donc, c'est vrai que c'était des questions que les enfants ne se posaient pas parce que pour eux, systématiquement, on peut se prendre en photo dans n'importe quelle posture. Aujourd'hui, il y a eu ce déclic où, je ne savais pas. Et je m'informe et je pose la question. Et c'est vrai que c'est important pour les parents parce qu'ils le font beaucoup trop tard. Ils le font en 4e. Mais maintenant, aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux qu'on a, il faut sensibiliser sur les risques sexuels un peu plus jeunes avant l'entrée au collège. Voilà, c'est une bonne prévention pour les jeunes, ce qu'on appelle les 3 écrans, téléphone, ordinateur, tablette, mais aussi la télévision. Alors on va parler de la vue, et c'est le moment d'accueillir Madame Aline, comme chaque 15 jours, non, chaque mois. Chaque mois. Bon, chaque mois, c'est peut-être pas assez. Tout de suite, le générique, c'est parti. Nous quoi point en garder nous. Aline, bonjour. La première question qui se pose, bien sûr, c'est comment ne pas se tromper quand on vient acheter une paire de lunettes, parce que c'est la période où les gens, à la fin d'année, on pense à changer ses lunettes, peut-être que les lunettes sont abîmées, etc., etc. Que faire? Comment faire? C'est vrai que cette fin d'année, c'est souvent l'occasion de changement. Et les lunettes font partie du changement, des choses qu'on a envie de faire évoluer, de changer dans la vie. Et comment ne pas faire pour se tromper? La première des choses, c'est déjà de choisir le bon jour. Et quand je dis choisir le bon jour, c'est ne pas venir un jour où on n'a pas le moral, où on n'est pas... Ah bon? Oui, parce qu'en fait, ne pas venir un jour où on n'a pas le moral, où on ne se sent pas très bien. Parce qu'en fait, quand vous allez choisir une paire de lunettes, à ce moment-là, une lunette, c'est quelque chose qui est impactant, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Et on sait à quel point, certaines fois, quand on n'a pas forcément... quand on n'est pas dans l'ambiance, quand on n'est pas bien avec soi-même, comment on peut se tromper par rapport à son choix. La deuxième chose, c'est venir comme on est. Et quand je dis venir comme on est, c'est venir avec sa tenue habituelle, avec ses habitudes de fonctionnement.
et ne pas avoir de choses particulières, de manière à ce que quand on choisit sa paire de lunettes, qu'on soit le plus en accord avec ce qu'on est au quotidien. Parce que la lunette vient rejoindre votre quotidien. Elle vient vous rencontrer dans votre espace. Donc, soyez vous-même quand vous venez chez votre opticien. Et je dirais, l'une des choses qui peut être importante, c'est de faire confiance à son opticien. C'est-à-dire de ne pas se braquer. Certaines fois, c'est vrai que l'achat d'une paire de lunettes, c'est quelque chose qui engage. Et beaucoup se mettent beaucoup de pression par rapport à ce choix-là. Ben, cette pression-là, remettez-la à l'opticien qui est professionnel et qui, lui, va vous accompagner et va vous, comment dirais-je, vous faire profiter tout simplement de son métier, de sa capacité. C'est l'opticien conseil à ce moment-là. Exactement, l'opticien conseil, l'opticien qui accompagne et qui vous aide justement à faire ce choix-là. Alors, bon, on dit lunettes en général, mais c'est une paire de lunettes solaires. Mais je dirais que pour la solaire, c'est pratiquement la même chose. Nous serons toujours dans le même état d'esprit, c'est-à-dire un esprit positif, un esprit où on se donne la capacité d'ouvrir les champs des possibles. Et puis, il est vrai que pour la lunette de soleil étant moins engageante quelque part, puisque ça fait partie de la mode, c'est quelque chose qui peut plus facilement être changé. Donc, avec la lunette de soleil, c'est vrai qu'on a tendance à être plus ouvert par rapport aux conseils, par rapport à des choses qui peuvent changer, par rapport à plein de petites choses. Bon, alors quand moi je veux choisir une paire de lunettes, sur quoi l'opticien ou l'opticienne se fonde pour me dire ça t'ira mieux que ça, etc. Quels sont les critères? Alors, la première chose que, en tout cas, au magasin, la manière que je vais vous expliquer un petit peu comment nous fonctionnons dans notre établissement, et je pense que c'est un peu le même mode opératoire chez la plupart des opticiens. Mais en tout cas, la première des choses, on prend le temps d'écouter le client. On prend le temps de rentrer en contact avec la personne de manière à connaître un peu ses besoins, de connaître en fait à quel niveau et à quel moment de sa vie on le rencontre pour son choix de lunettes. C'est-à-dire quels sont ses objectifs, quelles sont ses attentes, quelle partie de sa personnalité qu'il va vouloir mettre en avant. Et pendant ce temps d'échange, c'est le temps aussi pour nous d'observer, de regarder le visage, de regarder la forme du visage, de regarder la morphologie et de voir à peu près quels sont les produits qui pourraient donc équilibrer et qui pourraient mettre en avantage cette personne. À partir de là, donc nous récoltons un certain nombre de critères, d'éléments qui vont nous permettre de faire un premier choix de monture. Souvent, moi, je demande aussi d'avoir les anciennes lunettes pour voir aussi d'où on part, qu'est-ce que la personne, quel est le style de la personne, quelle est la personnalité, qu'est-ce qu'elle a envie de changer par rapport à ce qu'elle avait, qu'est-ce qu'elle attend par rapport à sa démarche d'aujourd'hui. Et à partir de là, on va commencer un certain nombre d'essayages de lunettes et on fonctionne comme un entonnoir. Donc, on va essayer un certain nombre de choses et au fur et à mesure, on va affiner pour arriver vers le modèle qui correspond le plus à votre personnalité. Alors, ça veut dire que vous aidez le client à sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire s'il avait l'habitude de porter des lunettes rondes tout le temps, on peut lui dire non, c'est des lunettes carrées qu'il faut, des lunettes ovales. Alors, ça m'arrive souvent de faire sortir de la zone de confort, parfois de bousculer un peu, et je m'en excuse déjà pour ceux qui ont eu l'occasion d'être un petit peu bousculés, mais en fait, ils en sortent généralement ravis. Et en fait, l'idée, c'est de sortir de sa zone de confort, c'est ouvrir le champ des possibles. Et c'est vrai qu'on arrive parfois avec des idées particulières, mais le fait de venir justement en magasin, c'est un peu le contraire de ce qui se fera sur les sites internet où vous allez choisir, vous n'aurez pas la possibilité de tout essayer. Donc, le fait d'arriver justement en magasin, on va pouvoir essayer un certain nombre de styles, de montures, et justement sortir de cette fameuse zone de confort qui vous permet d'aller plus loin, de pouvoir vous découvrir certaines fois et découvrir des choses que vous n'auriez jamais osé porter autrement. Et ça, c'est intéressant. Et l'opticien qui est avec vous, l'opticien qui vous accompagne, vous aide à faire cette démarche, vous aide à faire ce chemin et vous permet justement de pouvoir choisir des styles, des modèles, des formes, des couleurs que vous n'auriez jamais osé.
Mais alors, au fil des années, on se rend compte que les lunettes ont beaucoup varié dans le matériau, dans la qualité. Est-ce que l'opticien aussi peut aller jusqu'à conseiller sur la qualité du matériau? Alors oui, c'est aussi notre rôle que de conseiller sur le matériau, mais souvent, à travers l'échange que nous avons avec le client, nous découvrons aussi un certain nombre de choses. Nous posons des questions par rapport aux allergies. Alors, certaines personnes vont nous demander des lunettes ultra légères, donc on ira plus sur du métal. D'autres vont demander des lunettes qui seront... où la personnalité sera plus marquée. Donc, on va plus facilement aller vers de l'acétate. L'acétate, c'est ce qu'on appelle, assez vulgairement, la monture en plastique. Oui. Et en fait, la monture acétate, avec les différentes couleurs qu'il peut y avoir, nous permettent de pouvoir affirmer des personnalités, affirmer un certain nombre de choses, apporter de la couleur sur un visage, apporter de la fantaisie, tout en restant sur l'équilibre. Toujours rester sur l'équilibre. Il ne faut pas qu'une lunette prenne le pas sur votre personnalité. Une paire de lunettes arrive vers vous. Elle vous accompagne, elle arrive dans votre univers, mais elle ne doit pas s'imposer à vous. Mais dans une boutique d'opticien général, il y a tellement de lunettes, tellement de marques. Comment on fait pour le choix des marques? Comment ça se passe? Alors, nous en tant qu'opticiens, quand on choisit nos marques, en tout cas quand je choisis les montures qui doivent être présentes au magasin, la première des choses, c'est par rapport déjà à la manière que réagit la clientèle. En fonction de la manière que réagit la clientèle, nous allons choisir un certain nombre de produits. La deuxième chose, c'est aussi faire appel aux collaborateurs qui sont au sein du magasin et qui donnent aussi leur avis quand on choisit nos lunettes. Et une fois qu'on a choisi ces lunettes-là, on propose les différentes marques aux clients. Et en fait, nous, on a choisi en tout cas de travailler avec des créateurs. Donc, ça nous arrive souvent de parler du créateur, de parler de l'univers du créateur. Et à ce moment-là, il y a certaines personnes qui viendront en ayant déjà une idée particulière, qui ont une idée de marque et qui sera dirigée en fonction de ce qu'ils ont demandé au départ. Et il y en a d'autres qui, quand ils arriveront au sein de l'établissement, vont découvrir d'autres produits. Et c'est notre rôle aussi que de faire entrer dans d'autres univers, des univers de créateurs. Et à ce moment-là, petit à petit, vous comprenez que la lunette aussi est un vecteur d'émotion. Et à partir de là, c'est aussi tout ça que c'est tous ces éléments-là mis bout à bout qui font que cet objet-là devient le vôtre et qu'il corresponde à votre personnalité, qui corresponde à votre état d'esprit dans l'instant présent, à ce que vous voulez renvoyer comme image aussi dans les différents espaces dans lesquels vous allez évoluer. Et ce choix de marque sera aussi important par rapport à tout ce qu'on a envie, comme je dis, de véhiculer. Alors, je l'ai dit au début, vous êtes venu avec un artiste bien connu, que je connais bien aussi, Antoine. C'est l'Art de voir, 3e édition. Alors, vous pouvez le présenter pour les gens qui ne connaissent pas, peut-être. Oui, alors, donc, dans notre boutique, donc Optique Aline, nous avons décidé d'associer l'art et les lunettes. Et quand je parlais de créateurs tout à l'heure en matière de lunettes, c'est aussi cette démarche que nous continuons à travers l'art, de manière à pouvoir permettre à notre clientèle d'avoir encore plus de liberté dans ses choix. Et l'art participe particulièrement à vous ouvrir à de nouvelles choses, à vous ouvrir à de nouveaux horizons, à vous ouvrir à de nouveaux univers. Et j'ai la chance de pouvoir accueillir chez moi, et là c'est la 3e édition, donc la première était portée par Anaïs Verspan, la deuxième nous avons eu l'occasion d'en parler par monsieur Thierry Lima, et aujourd'hui nous avons l'honneur et l'avantage de recevoir monsieur Nabajot au magasin, qui va exposer et qui sera donc porteur de la 3e édition de l'Art de voir au magasin. Et nous lui offrons une carte blanche, donc jusqu'en juin 2023. Et Antoine nous expliquera, voilà, qu'est-ce qui le motive à être chez nous. En tout cas, ce qui me motive, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on s'est rencontrés il y a une bonne quinzaine d'années. Déjà. Lors de la Nuit de l'Art. Et c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié dans ce domaine-là. Et chemin faisant, on a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé pendant des années.
Et lorsqu'elle a mis en place cette manifestation-là, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Et il y a eu Anaïs Espan, il y a eu Thierry Lima, et cette année, c'est moi. Donc, c'est tout à fait naturel et vraiment, ça me plaît beaucoup. Et c'est dans ce cadre-là que je vais présenter quelques pièces, notamment des peintures, des dessins et des lunettes. Ah, des lunettes aussi? Oui. Je découvre. J'ai le choix. J'ai plusieurs. Il y a la création, c'est-à-dire j'ai produit les œuvres, mais il y a la mise en scène. Donc jusqu'à maintenant, je suis en pleine réflexion pour savoir comment je vais présenter ça. Parce que la mise en scène aussi, c'est important. Elle n'a pas encore vu les œuvres, parce que... Ce qu'on voit là, c'est pas encore ça. Il y a des toiles là-dedans, mais je fais toujours une sélection en fonction de l'espace. Il y a l'espace aussi, je dois tenir compte de l'espace à plusieurs reprises. J'ai été dans l'espace, c'est quelqu'un que je connais, donc il y a tout cet état d'esprit que je dois renvoyer dans l'espace d'Aline. Donc, c'est en pleine réflexion. Donc, c'est peut-être à la dernière minute que je vais faire le choix. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai travaillé sans lunettes et avec lunettes. Lorsque je peins, j'enlève les lunettes. Ah bon? Oui. Pourquoi? Parce que ce que je vois sans les lunettes et lorsque je mets les lunettes, l'effet est différent. Donc, je joue beaucoup avec ça. C'est pour ça que ce projet-là tombe à pile pas. Je ne savais pas si maintenant, c'est aujourd'hui que je donne cette information. Parce que les rapports de couleurs, ça joue beaucoup lorsqu'on a les lunettes, lorsqu'on n'a pas les lunettes. Et j'ai fait pareil pour les objets, les lunettes que j'ai fabriquées avec des matériaux de récupération. C'est le même principe. Parce que l'œil, la vue, c'est un élément déterminant pour le peintre. C'est capital. Il y a l'œil et il y a la main. Donc, si on n'a pas ces deux éléments-là, pour la peinture, on aura quelque part des difficultés. Donc, moi, je joue avec ça, en fin de compte. Parce que j'ai la possibilité d'utiliser les deux. Mais alors, Antoine, quand il y aura l'exposition, on saura ce qui a été fait avec ou sans lunettes? Non. Ah, on ne saura pas? Non, on ne saura pas. Il faut que je donne l'information. moi. Oui, non, par contre, je peux montrer. Oui. Je peux montrer, mais il n'y a que moi qui sais quels sont les tableaux que j'ai réalisés avec lunettes, quels sont les tableaux que j'ai réalisés sans lunettes. Ça veut dire que la vision sans lunettes est différente de la vision avec? Totalement. Oui. Et ça apporte en plus de la création. C'est un outil. Donc j'ai les deux outils en fin de compte. C'est ça. C'est-à-dire que lorsque je mets les lunettes, je vois quelque chose. Oui. Et lorsque je les enlève, je vois quelque chose. Parce que c'est les rapports de couleurs, c'est les nuances. Et là, je profite de ça en fin de compte. Aline, je pose comme la question, il est quoi? Il est myope ou presbyte? Est-ce que j'ai le droit de dire? Non, ça, non, vas-y. C'est pas un problème. Non, parce que ça... Alors, Antoine est myope. Il est myope. Antoine est myope et presbyte. Il est myope et presbyte. Voilà, c'est possible. On peut avoir les deux à la fois. Bien sûr, puisque la presbytie, c'est à partir de 40 ans. Je suis désolée, Antoine, mais notre principe, t'as déjà plus que 40 ans. Non, je suis bien dans ma tête. Non, je suis bien dans ma tête par rapport à ça. Non, il n'y a pas de problème. Et en fait, et ce qu'Antoine dit, c'est... Je trouve ça assez extraordinaire parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas et que je découvre et que je trouve extraordinaire parce que c'est vrai que quand il dit que la vision est différente, et on le sait, oui, et on le comprend. Alors quand on a une correction qui est importante, on voit véritablement la différence. Oui. Mais sur des corrections plus fines, certaines fois, on ne se rend pas toujours compte du voir et du bien voir. Voilà. Et j'insiste beaucoup sur ça parce qu'Antoine, lui, il joue avec en termes de couleurs et au niveau de la peinture. Mais moi, je reviens un peu dans cette vie du quotidien. Et certaines fois, on pense voir, on pense bien voir, mais on ne voit pas suffisamment. Et j'insiste dessus, surtout par rapport à la conduite. On sait malheureusement, je suis désolée de venir sur un sujet qui est moins agréable, traumatisant même. Mais on sait malheureusement quels sont les problèmes que nous rencontrons. Et j'insiste sur le fait d'avoir souvent la bonne correction dans les différents domaines. Mais dans la peinture, c'est vrai, on peut s'amuser à voir ou à moins bien voir et à jouer justement sur ces flous et ces... Pendant que tu dis sur ça... ces flous et ces couleurs. Il y a une petite parole en créole qui dit « vous voyez ou pas voyez ». Oui, tout à fait. Mais par exemple, on peut passer tous les jours devant Porte Rouge pour jouer Porte la Rouge. Ouais. Parce que je pense que regarder, ça prend un temps.
Tous les jours, je n'ai pas passé au projet envoyé. Donc, lorsque je peins, j'ai ce moment de... Je m'arrête et je regarde. Et j'apprends à me connaître à travers la vue. C'est pour ça que c'est quelque chose que j'exploite. Il y a à peine 2 ans que j'ai pris conscience de cela. Donc, du coup, ça modifie la qualité picturale de mon travail. En fait, lorsque je lève les lunettes pour avoir le flou, et je peins. Justement, c'est ce que je pense. Oui, il y a du flou. C'est ce qu'on appelle un flou artistique. Oui, absolument. Et là, je prends, et ça donne des résultats. Oui, je me surprends lorsque je regarde le résultat. Et je dirais même plus, Antoine, en fait, du fait qu'il soit myope, en fonction de sa distance de travail, sa vision est différente. C'est-à-dire, quand il est éloigné, tout est flou, mais quand il est très proche de sa toile, du fait de sa myopie, tout devient net. Tout devient net, oui. Parce qu'il a une vision qui est adaptée à la vision de près. Donc, du coup, il travaille sur ces... Quand il parle de distance de travail, il travaille aussi sur ces éléments-là. Et lorsque tu mélanges tout ça avec l'imagination, la pratique, ça donne quelque chose. C'est pour ça que je considère qu'après quelques années d'expérience, il faut rester soi-même, tu fais. Ça, c'est important. Je peux te donner tous les éléments, mais tu n'es pas moi. Regarde, ce que j'ai à l'œil, la manière dont je vois, c'est pas possible parce que... C'est pas le même regard. C'est le même regard. Il y a un art de voir. L'art de voir, voilà. L'art de voir. Donc, vous voyez maintenant pourquoi j'associe les deux. Et d'où le titre de l'exposition. On peut donner le titre de l'exposition, c'est Anziao. Anziao, d'accord. Anziao. Oui, tout est là. D'accord. Alors, ça commence quand? Alors, je vous invite à venir donc, au magasin. Nous sommes situés donc, à l'ancienne clinique Le Metz, à l'assainissement. L'exposition, donc, le vernissage se fera samedi 10 à partir de 15h. Et l'exposition sera visible jusqu'au 20 janvier. Mais nous invitons donc tous ceux qui le souhaitent, tous ceux qui le veulent, à venir nous rejoindre donc, au magasin le samedi 10 à partir de 15h. Nous y serons jusqu'à 19h et ils découvriront donc l'univers d'Antoine dans l'espace Opticaline. Merci en tout cas tous les deux. Et puis on vous rendez-vous pour ce samedi. Et là, on prend la deuxième pause et on se retrouve tout à l'heure pour la suite du journal et nos derniers invités. À tout de suite. Voilà, c'est notre dernier plateau et on va recevoir dans un instant Barbara. Bonjour. Bonjour Dani, bonjour à tous. Chronique à la rencontre de soi et aujourd'hui on va rencontrer quoi? L'indécision. L'indécision? L'indécision. Procrastiner, c'est ça? C'est pas mal. C'est pas mal? Ça donc effectivement, l'indécision peut emmener à la procrastination. D'accord, on revient dans un instant. Pour l'heure, on part à Paris. À Paris, il y avait une rencontre des Caraïbes avec le milieu associatif parisien. Reportage avec Maurice Cécile, notre correspondant permanent là-bas à Paris. On regarde. C'est un rendez-vous annuel qui a été perturbé par le Covid. On imagine qu'il y avait des choses particulières à apporter aux associations qui viennent vous voir régulièrement. Écoutez, tous les ans, on organise cette réunion. Effectivement, il y a eu une parenthèse. On en avait déjà fait une l'année dernière pour expliquer comment on avait traversé le Covid. Et cette année, c'était une année vraiment de redémarrage pour expliquer notre actualité, les difficultés auxquelles on était rencontrés, nos nouveautés. Présenter également French Bee, qui est notre compagnie sœur que les gens connaissent un peu moins, et puis répondre aux questions, notamment des associations, l'offre association que l'on présentait, et donc présenter Stanley Jomy, qui est maintenant en charge de ça à Paris. Voilà, donc c'est une réunion, je crois qu'on avait à peu près 150 personnes aujourd'hui, donc on est très content que ces responsables d'associations soient venus, et ça a permis de répondre également aux questions d'actualité que se posaient les gens de façon très, j'espère, claire et didactique pour que les gens comprennent un petit peu dans quel environnement on est en ce moment. Il y a quand même une problématique des prix, des coûts des voyages qui a été très présente ce soir. Comment vous l'appréhendez, ça ? C'est une réalité, on ne va pas la nier. Comme je le disais, j'ai essayé d'expliquer clairement toutes les causes qui ont renchéri d'une façon, franchement, on n'avait jamais vu ça, les coûts de l'aérien. Donc si, pour vos téléspectateurs, qu'on le rappelle, l'augmentation du prix du carburant, l'évolution de la parité dollar, 15% de taxes supplémentaires au départ de Martinique et Guadeloupe décidées par les préfets, l'inflation générale qui se répercute également progressivement sur nos coûts, les plateaux repas, tous les autres services.
et également l'augmentation des taux d'intérêt qui fait que les loyers des avions notamment, hein, puisque c'est une partie financée par emprunt, qui évolue. Et tout ça, pour être clair, c'est à peu près, c'était en octobre à peu près 80 000 euros supplémentaires sur un aller-retour Antilles, soit 230 à 240 euros de plus pour un aller-retour par passager. On n'a pas tout répercuté, on va essayer de ne pas tout répercuter. Il faut que les gens aient conscience que c'est quelque chose de massif. Les gens pensent qu'avec ces prix, les compagnies aériennes s'en mettent plein les poches. Malheureusement, en 2022, on peut le dire, Air Caraïbes perdra, on n'en est pas forcément fier, mais on perdra plus d'argent que les années précédentes. Donc c'est vraiment une situation qui est compliquée pour toutes les compagnies qui desservent les DOM. Voilà. Et on retourne vers notre chroniqueuse du mardi. Bonjour Barbara. Alors, chronique à la rencontre de soi, on va en parler. Combattre l'indécision, d'abord le générique et on revient vers toi. Alors, donc, je disais que combattre l'indécision. Comment on combat l'indécision? Eh bien, Danick, l'indécision, c'est une situation, je pense, qui concerne tout le monde. Voilà, à un moment donné, on peut être concerné par le fait de ne pas réussir à prendre une décision ou avoir des émotions, justement, qui se bouleversent, qui viennent pour nous empêcher de passer à l'acte. Et c'est vrai qu'il y a toutes des étapes possibles. Et ce que je propose avant, comme on fait d'habitude, déjà, en fait, avant toute chose, j'aimerais remercier justement la cliente, donc la téléspectatrice, qui a fait appel à moi pour ce sujet. Voilà. Donc, elle m'a dit clairement, je n'arrive pas, je suis totalement en indécision, je n'arrive pas à prendre des décisions, ou encore sans faire appel à une autre personne. Comment faire? Parce que finalement, je me rends compte que je suis pas moi-même. Et du coup, ce sont les autres qui décident à ma place. Donc, un petit clin d'œil à notre téléspectatrice et à tous ceux qui nous regardent de nouveau aujourd'hui. Je suis très heureuse d'être parmi vous. J'espère que vous avez pris le temps de prendre soin de vous. Voilà, ça, j'aime bien demander ça puisque le monde, le contexte évolue. On connaît toutes les difficultés qu'on a au quotidien. Et finalement, chercher aussi à prendre ce temps pour nous, à mieux nous connaître, c'est indispensable pour être dans le mieux-être au quotidien. Alors, pour revenir sur la décision d'Annick, je te propose de partir sur une définition, comme on fait d'habitude. C'est important qu'on puisse donner du sens et savoir de quoi on parle. Donc, on va voir en image la définition de l'indécision. Donc, alors, la décision, c'est l'état, un caractère de quelqu'un qui est indécis. Voilà, en fait, cette personne, elle est constamment dans des hésitations qui marquent une indécision. Donc, on sera dans une hésitation constante et voir, comme je disais tout à l'heure, en fait, à solliciter les autres pour décider à sa place. Ça te fait penser à des choses, Danick? Oui, parce qu'on compte beaucoup de gens comme ça qui disent « Ok, je vais, je voudrais, j'aimerais bien, mais finalement, rien ne se passe. » C'est ça. Donc, il y a tout un rappel pour faire aussi un petit, on va dire, feedback sur la précédente chronique, sur le fait de savoir donner avec mesure. Doser ce que je donne. Voilà, donc c'est-à-dire que, pareil, quand on est dans une dynamique où on est indécis, c'est aussi parfois par rapport aux autres, parce qu'on a envie de faire plaisir. On a envie de faire plaisir, on n'a pas envie de blesser l'autre. Alors, comment ça se manifeste? On va le voir aussi. Donc, ça, j'ai identifié quelques situations où l'indécision va se présenter. Alors, on sera dans une dynamique où on sera dans l'impossibilité de faire des choix, ça, on vient de le dire. On aura une forme de hantise aussi de renoncer aux opportunités, donc de devoir choisir parmi les opportunités qui vont se présenter. Il y a aussi la non-volonté d'assumer, c'est-à-dire que, si je prends cette décision-là, mais qu'est-ce qui va m'arriver ou qu'est-ce qu'on va dire, quelles conséquences ça va avoir, les conséquences des choix. Le refus, des fois aussi, de faire le deuil de choix qui n'ont pas été pris. Voilà, c'est-à-dire qu'on va rester constamment dans cette dynamique où on va pas réussir, en fait, à assumer les choix qui n'ont pas été pris. Donc, on va se retrouver confronté à la situation. Sans compter, alors là, on passe carrément de l'autre côté. Les personnes qui ont tendance à vouloir une toute puissance, être dans le contrôle, elles vont vouloir tout gérer, tout s'accaparer. Tu vois? Et puis,
en dernier lieu. Donc, il y a plein d'autres manières dont ça peut se manifester, mais le refus aussi de prendre des risques. Voilà, tu vois, donc là, on est vraiment dans ces caractéristiques-là qui vont nous montrer qu'on est dans une forme d'indécision. Alors, comment expliquer ça? Eh bien, écoute, il y a plusieurs causes à cela. Donc, parmi les causes qu'on peut avoir le manque de confiance en soi. Au départ, oui. Voilà. En général, c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire que ça vient souvent, c'est qu'on parle souvent du manque de confiance, mais malheureusement, effectivement, ça a un impact sur beaucoup de choses, beaucoup d'attitudes, beaucoup de décisions. Parce qu'en fait, on va tout le temps être focus sur le regard de l'autre sur soi. Du coup, on sera incapable de prendre une décision qui correspondra à ce que nous voudrons pour nous-mêmes. Donc, au-delà du manque de confiance, on va le voir aussi en image, il peut y avoir la peur de l'échec. La peur de l'échec. Quand on est dans cette dynamique où... en fait, quand on est dans cette dynamique de peur de l'échec, ça veut dire qu'il va y avoir une situation physique qui va se présenter. C'est-à-dire que physiquement, même, on sera dans un blocage. Quand on avait parlé des émotions, tu te souviens? Oui, eh bien, bien les sûr. émotions, c'est aussi physiologique. D'accord? Donc, on a d'abord la pensée, l'acte, la réaction qui est physique, physiologique. Du coup, on va se mettre dans un état de blocage. Du coup, impossible de prendre une décision. Quand on a aussi un trop grand nombre de possibilités, eh bien, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe aussi? Ça peut entraîner, j'ai tout ça. Comment je choisis? Comment faire pour choisir? Tu vois? Donc, entre autres, il peut y avoir, comme on disait tout à l'heure, la fuite des responsabilités aussi. J'ai pas envie, finalement, de me retrouver à porter le chapeau de cette décision qui va être prise. Et puis, la peur de déplaire. La peur d'imposer ses choix aux autres et de déplaire. Donc, ça fait référence au fameux driver dont on avait parlé il y a déjà quelques temps en arrière. Ces fameuses injonctions qui nous ont construits, qui vont faire qu'on va être dans une dynamique toujours de vouloir faire pour les autres. Donc, si on est sur du fait plaisir. Tu vois, Danick? Donc, c'est vrai que ce sont des choses qui vont nous impacter au quotidien, qu'on ne va pas nécessairement avoir conscience de ça. Et le cheminement va être de prendre justement conscience des sources d'influence, de ce qui va m'influencer pour m'empêcher de prendre mes décisions. Parce que l'entourage même est impacté par ce manque de prise de décision. C'est ça. Oui, que ce soit son enfant, son mari, ses parents... il ne fait pas, elle ne prend pas la décision qu'il faut, obligatoirement, tout est bloqué. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a ça. Donc, quand je parlais justement des différentes influences, qu'est-ce qui va nous influencer pour justement être dans cette impossibilité de prendre une décision? Donc, il y a nécessairement l'entourage. Il va y avoir justement ce que l'entourage va me renvoyer, ce que l'entourage va attendre de moi, donc encore plus que ce sont des proches, mais il y a aussi du coup ce que l'entourage va aussi mettre comme charge et ce que je vais attendre de l'entourage. Donc dans ce qu'on dit là, il va être intéressant pour notre entourage quand justement, généralement, les personnes qui nous entourent savent quand on a du mal à se décider ou qu'on va toujours faire appel à un tel, je n'arrive pas à me décider, est-ce que tu peux limite prendre la décision à ma place? Eh bien, ça va être de sortir de ça, d'accompagner la personne justement qui a du mal à être dans la prise de décision à faire ses propres choix. Donc, ne pas lui imposer les choix. Même si ça peut sembler pas simple, surtout quand on voit une personne qui peut passer du temps à revenir sur ce qu'elle a dit, je veux pas. Accompagner, poser des questions à cette personne, mais sans pour autant lui imposer les choix. Ça va être important aussi, puisque finalement, elle va tellement être dans cette zone de confort qui n'en est pas une, de laisser faire à sa place. Mais finalement, ça ne va pas lui correspondre. Tu vois, donc il y a déjà ça. Et il y a aussi, toi, en tant que personne, du coup, qui a du mal à te décider, prends ce temps de recul pour te poser les bonnes questions sur toi-même. Donc, c'est là où on va revenir justement sur quelques pistes, Danick, si tu veux bien, pour accompagner les personnes, mais justement, à sortir de l'indécision, à combattre l'indécision. On va le voir en image. Tout à fait, alors. Voilà, donc c'est apprendre à se connaître, j'en parle tout le temps. Danick, c'est qu'on en parle tout le temps, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement, mais c'est la base. Plus je me connais, du coup, plus je peux gagner en confiance en moi, plus je vais pouvoir m'écouter, avoir de l'amour propre, d'accord, considérer, me respecter en tant que personne et me faire respecter. Du coup, je vais pouvoir nourrir ce dont je parle régulièrement, le sentiment d'auto-efficacité, se sentir capable, se dire, je suis efficace, je suis capable. Donc, je suis capable de prendre une décision. Donc ça va être quelque chose qui va être aussi important. En première base, se recentrer sur soi. Les 4 R, Danick. Oui, toujours. Toujours, incontournable. C'est une méthode qui marche à tous les coups, voilà, donc qui est indispensable pour prendre ce temps. Quand on est dans l'indécision, on a tendance à avoir les émotions qui viennent, le stress. Le stress, on va quand même avoir les mains qui sont moites, on peut transpirer, on peut avoir la bouche un peu pâteuse, n'est-ce pas? Parce qu'on se laisse emporter par le flot des émotions. Eh bien,
en faisant ce temps où je vais respirer, toujours, j'en parle régulièrement tout le temps puisque c'est indispensable, je vais prendre ce temps pour moi pour faire redescendre la pression et me dire, OK, j'ai la décision à prendre, maintenant je vais pouvoir analyser la situation, toujours analyser. Alors, en collectant le maximum d'informations, tu vois, pour être face justement à une prise de décision, plus j'ai d'informations sur la décision que je dois prendre, et plus je serai à l'aise pour prendre la décision, en prenant tous les tenants et les aboutissants. Tu vois? Alors, après, donc, ça va aussi avec le fait de faire le tri. Des informations. Oui. Exactement. Donc, il dit faire le tri d'informations. Ce que je peux suggérer, c'est de même prendre un tableau, éventuellement, ou une feuille. Oui. Tu as dû entendre ça même plus jeune ou même maintenant. Hein? Oui, prends une feuille avant de prendre décision. Prends une feuille ou marquer ça, vous voulez faire en l'air. C'est ça. Après, on va choisir. C'est ça. C'est-à-dire que quand tu vas noter ce que tu veux faire, un point positif, quels sont les points positifs, quels sont les points négatifs. Donc, en gros, en quoi la décision, comment je vais pouvoir prendre la décision à partir de ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Qu'est-ce qu'elle va impacter? Oui. Exactement. Alors, quand on parle d'impact, ça fait une belle transition sur le fait de visualiser les conséquences. Alors, quand je vais visualiser les conséquences, on aura pris le temps de respirer. OK, si je prends telle option, je visualise le résultat. Je peux même me mettre dans une dynamique où je parle, mais aussi j'imagine. Mon cerveau a cette capacité d'imaginer les différentes options qui peuvent ensuite se prêter à moi, et ainsi que les conséquences. Et après, viendra le temps d'arriver à assumer la décision que j'ai prise, se dire que si je ne prends pas de décision, c'est une forme de décision. Oui. Ne pas prendre une décision, ne pas choisir, c'est choisir de ne pas choisir. C'est exactement ça. Et du coup, c'est choisir de laisser la place aux autres, de laisser les autres choisir pour moi, ou de continuer à me mettre dans une procrastination. Tu vois, dont on parlait de ça. Oui, tout à fait. Voilà, Dani, quelques techniques assez simples pour permettre de sortir de l'indécision. Donc, c'est le rôle du coach, d'aider, d'accompagner la personne justement à sortir de ce rôle de décision. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Il est déjà 13h55. Est-ce que notre ami Emeline est arrivée? On n'a pas vu aujourd'hui. On va revenir à l'actualité. L'ouverture du village des créateurs de la Carle, Olivier Félix, c'est parti. L'élu de la Carle, et plus précisément le président de la communauté d'agglomération, M. Cédric Cornier, a, dans le cadre de son projet de territoire, indiqué qu'il souhaiterait accompagner les acteurs économiques. Donc, pour ce faire, il y a un certain nombre d'opérations qui sont menées sur le territoire en direction des entreprises, donc les entreprises des communes de Gosier, Sainte-Anne, Saint-François et la Désirade. Et donc, il s'avère que dans le cadre de ces fêtes de fin d'année, avec l'ouverture de la saison touristique et puis l'ouverture de la croisière, il a souhaité continuer d'accompagner les entrepreneurs et donc leur permettre de présenter leur savoir-faire, de présenter leurs produits. Et aujourd'hui, on a un certain nombre plus de 32 artisans qui sont présents, artisans commerçants qui présentent les savoir-faire locaux. Nous avons mis en place avec la ville de Sainte-Anne ce marché La Flot avec les artisans, avec la Chambre des métiers, pour qu'on puisse mettre en évidence tous nos artisans parce que nous avons des talents. Et les talents, j'invite d'ailleurs la population à venir voir ces talents-là sur ce marché-là. Alors, c'est vrai que nous sommes heureux, moi je suis heureux aujourd'hui, que l'économie puisse repartir. Parce qu'on a connu quand même 2 ans de stand-by par rapport aux problèmes sanitaires. Et je vois qu'il y a un engouement de toute la population et singulièrement dans la vie économique et touristique de la Guadeloupe. Donc à Sainte-Anne, nous sommes heureux d'accueillir ce village sur le marché de La Flot, sur le plan économique et artisanal. Il y a un constat qui s'est fait, c'est que pendant 2 ans, nos porteurs de projets ont une baisse de leur chiffre d'affaires. Et nous, à l'ADI, on a vu ça, on a essayé de les accompagner, de les appeler, de trouver des solutions. Et nous voulions continuer justement à les aider à développer leur entreprise. Et c'est pour ça que nous avons, avec la Carle et la commune de Sainte-Anne, mis en place ce marché des créateurs pour leur permettre de pouvoir faire connaître leurs produits, mais également de pouvoir vendre leurs produits, vendre ce qu'ils font, leur savoir-faire, tout ce qu'ils ont. Et on a vraiment de très très belles choses sur ce marché. Donc c'est vraiment une très belle initiative. Le mois de décembre est un mois riche dans les événements, dans les manifestations, surtout dans les foires dans toutes les communes. Par exemple, la semaine prochaine, nous avons une grande manifestation à Petit Canal. Donc cela prouve que l'artisanat est en train de bouger, mettre en valeur leurs produits, leur savoir-faire, surtout au niveau de la transformation. Et nous pensons justement les aider, les accompagner
dans toutes ces manifestations pour que nous puissions mener à bien, dans le cadre du développement économique, des actions qui mettent en valeur ce produit. Nous avons énormément de cars de croisiéristes qui arrivent et qui descendent donc sur Sainte-Anne. Donc l'idée de ce marché des créateurs, c'était la mise en avant donc de la production locale et surtout du savoir-faire. Je crois que de plus en plus, nous devons donc travailler avec ces professionnels qui font la Guadeloupe et qui sont vraiment la visibilité donc de notre Guadeloupe, de notre belle Guadeloupe. Et donc la CARL l'a compris et nous poursuivons donc cette aventure de l'artisanat local avec le marché des créateurs. J'ai trouvé des petits cadeaux souvenirs qui sont très typiques. On va ramener quelques épices, donc bien d'ici, et ensuite quelques petits souvenirs pour les enfants aussi, c'est pas mal. Voilà, et puis notre dernier sujet aujourd'hui, c'est la journée du bénévolat, c'est la rencontre entre les associations de la ville de Petit-Bourg. Michel de Papet est sur place. Nous avons cherché à sensibiliser les bénévoles qui sont venus assister à cette communication sur la manière de valoriser leur action en tant que bénévole, pas en tant que salarié, parce que c'est un statut pas différent, mais le bénévole aussi, on peut l'accompagner, on peut valoriser son action sur des aspects sociaux tout à fait bêtes, ou même sur des aspects de reconnaissance aussi de leur action, parce que on oublie très souvent qu'il y a des bénévoles derrière toutes les actions, que ce soit en cyclisme, en football ou en basket. Il y a des personnes qui nettoient les bicyclettes, qui lavent les maillots, qu'on ne voit pas toujours, ou bien même qui sont dans les carrefours pour faire la signalétique. Mais ce sont ces bénévoles-là que nous voulons vraiment honorer et qu'on ne doit pas oublier. Sans eux, il n'y aurait pas d'association et il y aurait encore moins de cohésion sociale, plus de souffrance dans notre population. Nous avons profité de cette journée consacrée au bénévolat afin de rencontrer quelques présidents ou des acteurs bénévoles qui s'exercent sur le territoire de Petit-Bourg et discuter en réalité de toute la dimension et des responsabilités d'un bénévole. Nous savons que notre société a besoin du monde associatif qui travaille bénévolement dans différents domaines, qu'il s'agisse du sportif, du sanitaire, du culturel, de l'événementiel, de l'éducation. Nous avons à Petit-Bourg de nombreuses personnes qui sont au service de leurs concitoyens, qui sont au service de la société. Et aujourd'hui, le bénévolat est encadré, il est très encadré. Il y a au-delà des questions de formation, puisque ce n'est pas par hasard qu'on se retrouve à servir l'autre. On a besoin de plus de professionnalisation dans le sens de technicité tout en demeurant un bénévole. On a besoin de pouvoir assurer la sécurité juridique de ce que l'on fait. Et aussi, on a besoin de pouvoir financer les opérations qui sont menées par les associations. Tout cela nécessite de la formation, tout cela nécessite d'instruments d'information. Et donc, la journée du bénévolat aujourd'hui à Petit-Bourg a consisté à voir des spécialistes, qu'il s'agisse de spécialistes des services de l'État, qu'il s'agisse de spécialistes du monde associatif, tout cela avec nous et avec nos bénévoles pour pouvoir en discuter. Voilà, bien, on a terminé pour aujourd'hui. Je vais simplement rappeler que nous avons reçu un début du ZCL Éric Coriolan. Avec lui, on a fait un petit retour sur l'actualité de la Guadeloupe pour cette année. Actualité quelquefois un petit peu pessimiste. Il nous a donné ses impressions et surtout nous a annoncé quelque chose pour le début de l'année. On a reçu ensuite Aline Mugirin avec sa chronique en nous prendre en temps gardez nous. On n'a pas reçu Emeline parce que, je sais pas, il y a souvent un petit problème. Par contre, Barbara était là à la rencontre de soi et on a parlé justement avec Barbara de quelque chose d'essentiel, la prise de décision. Alors, Barbara, juste un dernier petit mot quand même, avant de partir. Alors, le dernier petit mot, c'est que tu es lumière, vous êtes lumière, nous sommes lumière. Lumière, oui. Il faut que nous arrivions à croire en nous et nous dépasser. Voilà. Bien, sur l'actualité, on a fait la prévention au risque numérique à l'école du Rézé et avec la ville des Abîmes. On a vu ça avec Olivier Félix. Nous sommes allés ensuite à l'opéra, au Ville Opéra, c'était à Bimao,
ce week-end avec Jamal et Njoana. L'ouverture du village des créateurs de la Carle, c'était tout à l'heure. Et puis, la journée du bénévolat, c'était à Petit-Bourg. Voilà, on a fait le tour d'actualité. On se quitte et on se retrouve demain à la même heure, à partir de 12h30. La réalisation était assurée par notre ami Jordan, non, Yann. Voilà, Jordan, c'est demain. À demain à la même heure.